Le dessin d'observation, c'est une compétence qui prend du temps et beaucoup de travail avant d'être maîtrisée. Et si vous suivez cette chaîne, c'est peut-être que vous ne la maîtrisez pas encore parfaitement, cette compétence. Pour certains, vous êtes peut-être même totalement incompétent. Et attention, c'est pas une insulte, ça veut dire que vous êtes peut-être tout simplement débutant dans ce domaine. Et quand on aime dessiner ou peindre, c'est en général une compétence qu'on aimerait acquérir. Ce serait chouette que cette partie-là du dessin devienne évidente, facile, intuitive, pour pouvoir enfin faire du dessin un moyen d'expression et de créativité. Rester coincé dans cette galère de ne pas réussir à traduire ce qu'on observe, en plus d'être frustrant et douloureux, est un vrai frein dans la réalisation de nos projets. La question est donc, comment fait-on pour passer d'incompétent en dessin d'observation à parfaitement compétent? Alors je vous entends déjà me dire, non mais c'est bon, te fatigue pas Charlotte, on sait bien, il faut pratiquer. Oui, bien sûr qu'il faut pratiquer. Mais je vais vous expliquer beaucoup plus de trucs que ça dans cette vidéo quand même. Parce que vous avez bien constaté que pratiquer même régulièrement ne suffit pas forcément à faire de vous un dessinateur aguerri. J'en ai connu un paquet, moi, des dessinateurs qui ont pratiqué pendant des années et qui, dans le domaine du dessin d'observation, ne faisaient que des progrès d'escargot. Donc bien sûr qu'il faut pratiquer, mais attention, pas n'importe comment, sinon ça ne sert à rien. Imaginez que vous ne sachiez pas du tout nager et que vous commenciez à vous entraîner avec une énorme cape en laine et des bottes, ou bien au milieu d'un fleuve avec un courant gigantesque. Ça va pas le faire, vous allez couler, et si vous survivez, vous n'aurez probablement plus envie d'essayer. Alors bien sûr, on ne risque pas sa vie quand on dessine, ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux, mais on risque des sacrés trucs tout de même. Ses rêves d'expression artistique, sa confiance en soi, son temps libre, ça vaut le coup de ne pas s'y prendre n'importe comment. Ce qui nous semble évident pour d'autres disciplines devrait l'être également pour le dessin. Pour apprendre, il faut suivre un parcours progressif. Et cette progression suit toujours 4 grandes étapes. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Un autre atelier. Je suis Charlotte et avec mon collègue Laurent, nous sommes artistes depuis longtemps, enseignants depuis un bout de temps et aujourd'hui, analystes en méthodologie d'apprentissage. Il existe un modèle qui explique brillamment le processus d'apprentissage d'une compétence. Ce modèle a longtemps été attribué au psychologue américain Abraham Maslow, mais il est en fait de Martin Broadwell, formateur en gestion, qui l'a théorisé à la fin des années 60. Ce modèle s'applique de manière particulièrement pertinente à toutes les disciplines techniques qui nécessitent à la fois de la précision et de la pratique, et donc il est parfaitement adapté au sujet qui nous intéresse nous, le dessin d'observation. Ce modèle nous explique que pour maîtriser parfaitement une compétence, quelle qu'elle soit, un apprenant passe toujours par 4 grandes étapes. Première étape, je ne sais pas que je ne sais pas faire, je suis inconsciemment incompétent. Deuxième étape, je sais que je ne sais pas faire. Je prends conscience de mon incompétence, je commence à apprendre, je deviens consciemment incompétent. Troisième étape, je sais que je sais faire. Je parviens à utiliser cette compétence quand je me concentre et que je suis attentif, je deviens consciemment compétent. Et quatrième étape, je ne sais plus que je sais faire. J'utilise cette compétence sans réfléchir. Je le fais tellement les doigts dans le nez que je n'y pense même plus. Je suis devenu inconsciemment compétent. A priori, c'est ça qu'on vise, non ? Alors oui, je sais, vous aimeriez tous un raccourci magique pour aller direct à l'étape 4. Eh ben c'est pas possible. Si vous voulez aller à l'étape 4 et dessiner d'observation les doigts dans le nez, vous n'avez qu'une seule solution, passer par les 3 premières étapes en évitant de rester bloqué à la deuxième. À la deuxième étape, elle est balèze. Vous vous y êtes mis plein d'enthousiasme et d'espérance et puis vous réalisez que ce n'est pas facile, que c'est même immensément difficile. Vous trouvez que vous ne progressez pas assez vite, vous vous dites que vous n'êtes bon à rien et vous finissez par vous demander si ça vaudrait pas plus le coup de vous mettre au macramé ou au kickboxing. Parce que le dessin, c'est vraiment trop difficile pour vous pour que ce soit vraiment votre truc. Alors ce qui est intéressant dans ce modèle, ce n'est pas le fait qu'il y ait 4 étapes, ni même que vous réalisiez que vous êtes consciemment incompétent. Merci Charlotte pour le couteau dans la plaie. Non, ce qui fait l'intérêt de ce modèle, rempli de bon sens, c'est qu'il nous explique les enjeux de chaque étape et surtout comment les dépasser. Alors bien sûr, moi ce modèle, je voulais recuisiner à la sauce dessin. Je vais vous expliquer ces 4 étapes adaptées au dessin d'observation. Je vais vous faire la liste des pièges et des difficultés qui vous attendent au fur et à mesure de votre progression et vous donner les solutions qui vont bien pour que vous réussissiez à passer à l'étape suivante. Je vous ai même préparé une liste détaillée des 7 conditions à réunir pour traverser cette difficile étape 2 que vous pourrez télécharger juste en dessous de cette vidéo dans la description. Vous avez envie de comprendre comment pratiquer de manière efficace et quelles conditions réunir pour que votre parcours soit le plus rapide et le plus agréable possible? Alors on y va et on commence par le début. L'étape 1, je ne sais pas que je ne sais pas faire.
Bon, a priori, si vous êtes en train de me regarder là, c'est que soit vous êtes déjà dans une dynamique d'apprentissage, soit vous avez l'intention de vous y mettre. Mais c'est pas pour autant que ça ne vaut pas le coup de parler un peu de cette étape 1. Ça vous rappellera peut-être des souvenirs et ça soulèvera surtout plusieurs points intéressants. Car il est fort probable que pas mal d'entre vous aient encore des croyances qui les empêchent d'avancer et qui les maintiennent encore un peu dans la phase 1. À cette première étape, l'apprenti dessinateur est donc inconsciemment incompétent. C'est-à-dire qu'il n'a pas de recul sur cette compétence qui est le dessin d'observation, elle lui est inconnue. Il n'a ni savoir théorique, ni savoir technique, ni expérience, ni critères de jugement dans ce domaine. Alors, est-ce que vous pourriez être concerné? De qui parlons-nous? Évidemment, il va s'agir en premier lieu de personnes qui n'ont jamais dessiné et n'ont absolument aucune idée de ce que ça signifie que d'observer pour construire un dessin. Ces personnes-là peuvent surtout penser que ce n'est pas une compétence, mais plutôt un talent. Le piège de cette croyance, c'est que si dessiner est un talent inné, et non une compétence qui s'acquiert, eh bien on subirait en quelque sorte pour toujours son niveau de dessin, il n'y aurait rien à apprendre. Plus rarement, il peut aussi s'agir de personnes qui surestiment leurs capacités et se croient compétentes tout simplement parce qu'elles sont meilleures que les autres autour d'elles. Dans cette première étape, il y a beaucoup de mauvaise foi qui est nourrie par des préjugés sur l'art. Car cette étape peut très bien également concerner des personnes qui ne savent pas faire, mais qui se sont convaincus, ou bien qu'on a convaincu pour éviter de les embarrasser, que le dessin d'observation n'est pas vraiment une compétence, dans le sens où ce serait optionnel. Ce serait une manière de procéder comme une autre qui viendrait un peu du hasard, qui nous tomberait dessus ou pas, qui nous correspondrait ou pas. On confond ici style et compétence. Alors, bien sûr, on n'est pas tous obligés de devenir des grosses bêtes de dessin d'observation, mais si on dessine ou qu'on peint, on s'en sert tout de même un minimum. Donc là, en général, c'est la soupe totale, puisque ces personnes cachent leur maladresse technique, qui en soi n'est pas grave du tout et est même absolument normale, derrière l'argument du style personnel. Non mais je dessine pas les pieds et les mains parce que c'est mon style. Et enfin, dans cette étape, on retrouve celles qui pensent qu'elles savent faire parce qu'elles calquent ou qu'elles utilisent une mise au carreau et qui sont absolument convaincues que c'est exactement comme ça qu'il faut s'y prendre. Comme elles savent bien faire une mise au carreau, eh bien elles pensent qu'elles savent faire, alors qu'en fait, non. Elles sont donc bien inconsciemment incompétentes. Bon, on pourrait continuer, mais je pense que vous avez compris. À cette étape-là, donc, le dessinateur n'a aucune idée, ou alors une idée très vague de son niveau et de ce qu'il y a à apprendre. Il ne sait pas que ça s'apprend, donc il ne peut pas apprendre. Il se laisse flotter sans se fixer d'objectifs précis et sans organiser sa pratique. Alors je précise tout de suite, évidemment, il y a des gens dans cette catégorie qui de toute façon ne dessinent pas et n'ont aucune envie de dessiner, et tout va bien pour eux. Et puis il y a aussi des gens qui dessinent de temps en temps pour l'expérience et l'amusement sans avoir aucune envie réelle de progresser, et tout va bien pour eux aussi. Il y a des milliers de compétences dans ce monde qu'on ne maîtrise pas, et c'est pas grave, on en a d'autres. On s'investit dans celles qui nous intéressent et sont importantes pour nous, c'est tout. Mais ce dessinateur-là, qui lui continue à dessiner d'observation, qui persiste sans se savoir incompétent, lui, ne va pas vivre ça avec légèreté. Il va en général affronter un certain nombre de difficultés. Il risque de se lancer naïvement dans des réalisations beaucoup trop difficiles pour son niveau, genre un double portrait d'enfant souriant par exemple, ou même parfois des trucs encore plus compliqués. Le résultat n'est évidemment pas à la hauteur de cette magnifique ambition initiale, il risque d'être déçu, de se trouver nul, de manquer de talent et de se sentir impuissant à conduire sa pratique artistique. C'est assez terrible. Ou alors il peut se rabattre sur des disciplines artistiques où il pense à tort qu'il n'y a pas besoin de cette compétence, genre le pastel et l'aquarelle. Mais ce sont tout de même des arts du dessin, donc il se fourvoie malheureusement et il va continuer à se trimballer son incompétence comme un boulet sans pouvoir s'en libérer. Il peut aussi continuer à pratiquer sans rien changer, en espérant une évolution favorable avec le temps. Mais ça, Einstein nous a expliqué que ça ne fonctionnait pas. On ne peut pas obtenir un résultat différent si on ne change pas de mode de fonctionnement. Donc évidemment, il ne va pas progresser et il risque de se décourager. Il peut aussi ne rien changer et se voiler la face, c'est-à-dire penser qu'il gère. Mais il risque de très mal supporter les retours critiques le jour où quelqu'un de plus compétent aura l'honnêteté de lui dire ce qu'il en pense. Déception, impuissance, manque de liberté, aveuglement, découragement, souffrance, le dessinateur à cette étape peut accepter ces situations émotionnelles sans chercher à en comprendre la cause et sans rien décider de changer. On est fous, nous, les humains, on est capable d'endurer les situations pourries pendant des années. Mais il peut aussi prendre conscience, tout simplement, qu'il y a des choses à apprendre, que c'est une compétence qui s'acquiert, et il peut donc décider de s'y mettre. Et là, il va entrer dans la phase numéro 2, je sais
que je ne sais pas. Au début de ce deuxième stade, le dessinateur a donc réalisé qu'il ne sait pas proportionner. Il ne sait pas construire ses dessins. Il a de grandes difficultés à dessiner d'observation. Il voit bien qu'il n'y arrive pas. Il est consciemment incompétent. A priori, si vous m'écoutez, vous en êtes au moins là dans votre parcours. Et déjà, bravo et tenez bon. Parce que cette prise de conscience peut être très mal vécue. Tellement mal que beaucoup abandonnent à ce moment-là. En effet, en réalisant qu'il ne sait pas faire, le dessinateur peut ressentir un très grand sentiment de honte, de médiocrité ou d'embarras. Il n'y a absolument aucune honte à être débutant, mais dans le domaine de l'art, on confond tellement le talent avec la compétence que ça fait vriller le cerveau de tout le monde. Si par exemple depuis toujours, tout le monde autour de lui disait à quel point il était doué, il peut se sentir tout d'un coup super nul. On a connu pas mal de personnes dans cette situation, des personnes qui n'ont pas eu le temps de dessiner durant leur vie active et familiale, mais qui ont nourri au fond d'eux un grand désir d'expression artistique. Quand enfin elles ont le temps de s'y mettre, eh bien elles réalisent qu'elles sont loin du compte. Elles se demandent si elles pourront un jour réaliser ce rêve. Elles peuvent penser à tort que c'est trop tard pour elles, et ça fait super mal. Désormais, ces personnes réalisent qu'il y a un gros travail à fournir et elles perçoivent l'écart entre ceux qui maîtrisent cette compétence, genre Léonard de Vinci, et ce que elles sont capables de réaliser. Donc au début de cette phase-là, le dessinateur prend conscience de toutes ses lacunes. Il enchaîne les dessins ratés, il se juge très durement et c'est vraiment très douloureux pour l'ego. Il faut réussir à se servir de cette émotion négative comme déclencheur pour démarrer un apprentissage. Mais ça signifie que vous devez vous entraîner de manière régulière, que vous acceptiez de rater, ce qui n'est jamais très agréable, et de recommencer encore et encore pour installer de nouvelles habitudes. C'est un sacré boulot. Et cette phase-là ne vend pas forcément du rêve parce que apprendre demande un effort et du temps. Ça peut même être interminable et très fastidieux si vous vous y prenez mal. C'est donc à ce moment-là, bien sûr, au cœur de l'étape 2, que la majorité des dessinateurs restants abandonnent ou restent bloqués. Mais cette phase n'est pas nécessairement pénible. Elle peut même être absolument passionnante si vous optimisez votre apprentissage. Si vous vous organisez bien, si vous mettez toutes vos chances de votre côté, ça peut être fluide, très agréable et même assez court. Il existe 7 critères ou conditions d'apprentissage que vous pouvez réunir pour vous faciliter la tâche. Plus vous optimiserez ces 7 critères, plus ce sera efficace, intéressant et facile. Le pire que vous puissiez faire à cette étape-là, c'est de vous lancer dans des projets complexes, genre des scènes compliquées avec plusieurs éléments détaillés qui racontent une histoire. Vous ne pouvez pas faire mieux que ça pour stagner, déprimer, souffrir et finir par abandonner. Pourquoi ? Que se passe-t-il quand vous faites ça ? Vous y allez à l'intuition en vous lançant dans des projets sans les préparer et sans vous préparer. Vous abordez de très nombreux paramètres du dessin que vous ne maîtrisez pas encore, la construction, les valeurs, la composition, la profondeur, en utilisant un outil que vous ne maîtrisez probablement pas non plus, genre le fusain, le lavis. Vous y passez des heures et vous espérez que le résultat soit à la hauteur. Vous faites peu de dessins dans lesquels vous mettez toutes vos espérances, c'est-à-dire que vous faites des dessins au lieu de dessiner. Y aller à l'intuition quand on fait du dessin d'observation, c'est valable pour les dessinateurs qui en sont à l'étape 4. Pour eux, c'est devenu intuitif parce qu'ils ont d'abord travaillé en conscience. Alors il existe bien sûr des dessinateurs qui ont appris de manière purement empirique, mais ils ont probablement commencé dès l'enfance. Ils y ont consacré en jouant un temps absolument considérable. Ma fille de 7 ans fait une bonne quinzaine de dessins par jour d'imagination et d'observation. Elle recommence sans difficulté tous les jours et elle s'en fiche franchement de rater parce que c'est un jeu et pas un enjeu. Si elle fait comme mon fils aîné, elle aura dessiné grand minimum 1 heure par jour de ses 5 ans à ses 18 ans. Aujourd'hui, mon fils dessine d'observation avec une grande facilité sans jamais avoir pris de cours. Si mes enfants savent dessiner, c'est pas parce que leur mère est une artiste et qu'ils ont hérité de mon talent. C'est parce que c'est une activité qui est encouragée et valorisée à la maison. Et donc, ils y ont passé des heures. 1 heure par jour de 7 à 18 ans, ça fait 1825 heures de dessin. Vous les avez, vous, là, les 1825 heures de dessin ? Non. Nous, les adultes, on n'a pas ce temps-là. On veut que nos efforts produisent des résultats rapidement. On n'a pas le temps et même parfois pas l'envie de simplement jouer. On n'a pas le même rapport à l'échec non plus. On peut le regretter et essayer de mettre plus de jeux dans nos vies. Ça ferait du bien à tout le monde. Et on a d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet avec Laurent. Mais on ne peut pas changer le fait qu'on n'a pas toute une enfance devant nous. Ce qui fait que l'intuition, couplée à une certaine exigence, couplée à un temps très limité, ça fonctionne assez mal. Vous devez travailler en conscience, comprendre et éprouver profondément ce que vous mettez en œuvre quand vous dessinez
pour que ça devienne intuitif. Beaucoup d'entre vous qui sont retraités abandonnent dès le début de l'étape 2 parce qu'ils pensent que ça sert à rien de s'y mettre si tard. Moi, je vous dis que vous avez de la veine. Vous avez beaucoup plus de temps aujourd'hui pour vous adonner à cette activité que les actifs. On a de nombreux retraités dans nos cours qui travaillent comme des bêtes et progressent à une vitesse fulgurante. Parce que oui, la méthode et la théorie peuvent vous faire gagner un temps absolument considérable. Nous, les adultes, on a besoin d'explications qui s'adressent à notre intelligence. On a besoin d'être convaincus avant d'agir. On a besoin de comprendre qu'on met nos efforts au bon endroit. Ce qui fait que le critère numéro 1 pour optimiser votre apprentissage, c'est d'aller chercher des informations théoriques et techniques claires. Vous avez des tas de choses à comprendre et à observer. Achetez des manuels, regardez des vidéos sur YouTube, entourez-vous de personnes expérimentées qui vont vous expliquer les principes du dessin, poser des mots sur vos difficultés, vous aider à vous corriger pour que vous deveniez autonome. Si vous voulez apprendre à dessiner d'observation, vous devez éduquer votre regard, c'est-à-dire passer d'un regard naïf qui recherche des détails signifiants à un regard analytique qui va percevoir le sujet par ses formes. Le prof qui vous dit juste « observe mieux », eh bien ça ne suffit pas. Désolé, trouvez-vous un prof qui ne soit pas avare en explications techniques et théoriques. Non seulement ça rendra votre apprentissage beaucoup plus intéressant, mais en plus vous irez beaucoup plus vite, ce qui vous permettra de ne pas vous décourager et de pratiquer avec beaucoup plus de légèreté. En abordant tout un tas de paramètres du dessin en même temps, vous vous fauchez l'herbe sous le pied. Ce n'est pas parce que vous pratiquez de manière efficace. Si vous appreniez à jouer un morceau au piano, vous ne vous y mettriez pas à l'instinct, de même que vous ne commenceriez pas par le grand galop chromatique de Franz Liszt. Vous commenceriez plutôt par une gymnopédie d'Erik Satie. En travaillant la main droite, puis la main gauche, mesure par mesure, puis ligne par ligne, puis les deux mains ensemble. Ensuite, vous y ajouteriez la pédale, et puis vous vous concentreriez sur votre intonation. Eh bien, en dessin, c'est la même chose. Aborder tous les paramètres en même temps, c'est la meilleure solution pour se planter et donc se décourager. En ce qui concerne le dessin d'observation, c'est trop complexe d'aborder la construction, les valeurs et le geste en même temps. On commencerait plutôt d'abord par les proportions. Mais ce n'est pas un petit sujet, parce que le dessinateur doit apprendre à mesurer à l'œil. Alors il existe des outils qui permettent d'éduquer son regard pour apprendre ce travail de mesure. On va par exemple dimensionner avec des formes basiques en libérant son geste, chercher les inclinaisons de différents éléments, regarder au-delà de la forme en s'aidant des vides, etc. Laurent et moi, on a d'ailleurs mis au point une méthode de 8 outils pour apprendre à construire ses dessins. Ces 8 outils sont tous nécessaires dans le sens où ils se complètent les uns les autres. Mais au début, il est quasiment impossible d'activer ces outils en même temps. Ça, c'est pour les dessinateurs confirmés qui ont répété l'opération des milliers de fois et qui le font désormais sans y penser. Non, il faut plutôt aborder ces outils un par un avant d'apprendre à les utiliser ensemble. Il s'agit de décomposer et fractionner l'apprentissage. On commence donc avec un outil, puis on s'entraîne sur un deuxième, puis on combine les deux ensemble, exactement comme pour le piano. Ce qui veut dire que si vous voulez vraiment progresser rapidement dans un sujet, vous devez vous concentrer sur ce sujet-là précisément, en suivant des exercices ciblés, adaptés à votre niveau et progressifs, pour intégrer toutes ces techniques une à une et dans le bon ordre. Par exemple, je me fais une petite session de pause rapide où je vais exclusivement m'exercer à percevoir les axes, ou bien je m'attaque à une série de sculptures et je m'entraîne à percevoir les vides, etc., etc. Là, vous entrez dans un apprentissage efficace. Des exercices ciblés, adaptés à votre niveau et progressifs, c'est le critère numéro 2. En vous lançant dans quelques projets ambitieux, plutôt qu'en vous exerçant de manière ciblée, vous passez aussi des heures sur une seule réalisation au lieu de multiplier les expériences. Vous abordez ces projets sans méthode, sans objectif clair et sans savoir quand vous l'aurez terminé. Ces longs moments de travail désordonné sont tellement épuisants qu'on met du temps avant de se recoller à la table de dessin. Ne tirez pas trop sur la corde avec des gros projets, sinon elle cassera. Vos temps de travail doivent être pensés dans votre quotidien, ils doivent être réalistes et tenir compte de votre énergie et de votre emploi du temps. Ainsi, des petits moments réguliers avec un objectif précis ont bien plus d'impact que de grosses sessions épuisantes autour de grands projets vagues. Bloquez-vous un rendez-vous avec vous chaque semaine ou toutes les 2 semaines. Commencez par réserver un petit créneau, même minuscule au départ, et tenez-le. Et si vous avez du mal à le tenir,
Au lieu de culpabiliser, mettez en place un garde-fou. Parce que se botter les fesses tout seul pour apprendre, c'est pas évident. On a absolument tous tendance à procrastiner, surtout quand ce qu'on doit faire nous sort de notre zone de confort. Donc bien sûr, c'est plus facile de s'y mettre et de rester régulier quand on dispose d'un cadre, d'un rendez-vous régulier par exemple, ou quand on bénéficie d'une dynamique de groupe qui avance et qui nous porte. La régularité, c'est le troisième critère pour optimiser votre apprentissage. En bénéficiant d'un cadre qui vous permet de pratiquer de manière régulière, vous mettez toutes les chances de votre côté pour progresser. Plus vous pratiquez, plus vous progressez, plus vous êtes satisfait. Et la satisfaction que vous retirez de votre apprentissage, c'est notre quatrième critère. Apprendre demande un effort, certes, mais cet effort ne peut être tenu sur la durée que s'il est porté par votre enthousiasme. L'enthousiasme et la satisfaction sont le carburant de l'apprentissage. Vous voulez progresser dans le travail de proportion, vous n'avez pas d'autre choix que de répéter encore et encore les croquis et de multiplier les dessins ratés. Mais si ça devient monotone et répétitif, que ce soit dans les sujets ou dans les outils, vous allez vous ennuyer et lâcher l'affaire. La nature même de votre entraînement doit donc être satisfaisante. Vos exercices peuvent être stimulants, amusants, variés, surprenants. Parce que si moi j'avais dû passer 2 ans à dessiner des cubes au Critérium, j'aurais arrêté de dessiner il y a longtemps, j'aurais pété un câble. Intéressez-vous donc aux pistes pédagogiques de vos profs et assurez-vous qu'ils ne vous font pas toujours faire la même chose. Variez les sujets, les outils, les temps de travail, les approches. Inscrivez-vous aussi pourquoi pas à un atelier de modèles vivants avec des modèles créatifs et charismatiques. Il y a plein de solutions. Mais votre satisfaction est aussi bien sûr liée à vos résultats. Le manque de gratification mène souvent, pour ne pas dire toujours, à l'abandon. Oui, on aimerait bien savoir jouer un jour le grand galop chromatique de Franz Liszt. Mais la gymnopédie numéro 1 d'Erik Satie, c'est très agréable et à jouer et à écouter. C'est pas moins beau, enfin moi je trouve. En dessin aussi, il y a des morceaux pour débutants qui sont agréables à réaliser et à regarder. Il y a des tonnes d'exercices de dessin adaptés à votre niveau qui permettent de réaliser des œuvres tout à fait belles et sensibles, même avec peu de difficultés techniques. C'est ce que nous nous efforçons de développer avec Laurent. On passe un temps fou à concevoir des exercices de dessin ciblés mais variés, d'après des documents de travail hyper différents issus de l'histoire de l'art, peinture, sculpture, photographie, pour permettre aux élèves que nous accompagnons de renouveler leur intérêt, de progresser, de renforcer leurs acquis, tout en se challengeant et en enrichissant leur culture artistique. Quand l'entraînement est bien calibré, les résultats sont visibles beaucoup plus vite. Et voir que vous êtes capable de faire de bons dessins, eh bien ça renforce votre confiance en vous. Et votre confiance en vous quant à votre capacité à apprendre, c'est le 5e critère. Bon, alors c'est facile à dire, ayez confiance en vous et ça va le faire. Non, évidemment, c'est pas comme ça que ça marche. Nous ne sommes pas tous égaux en termes de confiance en soi. Et c'est évidemment un domaine sur lequel je ne peux pas vous aider de manière individuelle. Mais je tiens tout de même à vous le redire, il est fort probable que votre confiance en vous soit minée par tout ce bourrage de crâne sur le talent. Pensez à toutes les compétences que vous avez acquises au fur et à mesure de votre vie et regardez le dessin comme une simple compétence de plus. Désacralisez-le et puis allez-y, vous en êtes parfaitement capable. Ensuite, c'est beaucoup plus facile de ne pas paniquer à propos d'un croquis raté qui n'est qu'un petit morceau d'une grande pratique satisfaisante que sur un grand projet dans lequel vous avez tout donné et qui, après vous avoir déçu, ne fera qu'appuyer sur vos doutes. Enfin, il est ultra important pour rester motivé et confiant de vous comparer à vos pairs. On ne peut comparer que ce qui est comparable. Si vous vous comparez à Léonard de Vinci, vous allez évidemment vous trouver minable. Donc rapprochez-vous d'autres dessinateurs qui vivent exactement la même chose que vous, qui ont le même niveau que vous, qui traversent les mêmes difficultés que vous et qui apprennent comme vous. Vous vous sentirez normal, vous l'êtes, et plus apaisé et légitime dans votre quête. Vous vous sentirez encouragé. Et quand on apprend, on a besoin d'encouragement. C'est le 6e critère. Alors bien sûr qu'on apprécie les encouragements de nos proches, ils sont essentiels. Partagez avec eux votre travail, votre apprentissage, expliquez-leur ce que vous vivez. Mais parfois, les proches ne suffisent pas et leurs encouragements nous laissent un peu sur notre faim. Pas parce qu'on ne les croit pas sincères, mais parce qu'ils ne savent pas forcément ce que c'est que dessiner. Ils ne se rendent pas vraiment compte de nos progrès et de nos difficultés. Donc, entourez-vous plutôt d'autres dessinateurs qui comprennent ce que vous vivez, qui voient vos progrès, vous félicitent, vous soutiennent quand vous avez un coup de mou. Enfin, en tout cas, restez pas seul. S'entourer d'autres dessinateurs permet également d'obtenir des retours sur votre travail pour vous aider à rester clairvoyant sur votre niveau. Et ça, des repères clairs et des retours sur votre progression, c'est le 7e et dernier point. Un apprentissage, c'est un parcours.
Quand on part en randonnée, c'est rassurant et motivant de disposer d'une carte pour envisager l'ensemble du voyage. On connaît le point de départ et le point d'arrivée. Alors ça semble idiot, mais c'est tout de même ce qui nous évite de nous égarer et d'atterrir je ne sais où. Grâce à cette carte, on se fait également une meilleure idée de la longueur du voyage. On peut voir ce par quoi on est déjà passé. On peut se retourner et contempler le chemin parcouru. On peut aussi apprécier et évaluer ce qu'il nous reste à parcourir. Plus un chemin est long et ambitieux, plus on a besoin de baliser son itinéraire. Ainsi, le chemin sera bien plus agréable et facile à suivre s'il est tronçonné en étapes. Étapes que l'on peut célébrer lorsqu'on les atteint et auxquelles on peut un peu se reposer avant de repartir de plus belle. Ce n'est pas parce que c'est du dessin et donc de l'art que ce n'est pas un parcours d'apprentissage. Soyez précis lorsque vous déterminez vos objectifs. Au lieu de vous dire « je veux être meilleur en dessin », dites-vous plutôt « je veux apprendre à proportionner mes dessins ». Ou alors « je veux apprendre à manier le fusain ». Ou bien « je veux apprendre à mettre des valeurs ». C'est en étant précis que vous pourrez le mieux atteindre vos objectifs. Une fois l'objectif déterminé, regardez aussi d'où vous partez. Certains ont déjà fait un bon bout de chemin tout seuls. D'autres partent de zéro en matière de dessin d'observation. Il n'y a aucune honte à cela. Mais c'est important de poser un diagnostic clair sur son niveau de départ. Puis, séquencez votre parcours, balisez votre chemin et célébrez chaque étape que vous franchissez. Sur YouTube et sur Internet de manière générale, vous pouvez glaner tout un tas d'informations gratuites. C'est super, mais ce sera ensuite à vous de les remettre dans le bon ordre, de créer du lien et du sens entre toutes ces informations qui peuvent même parfois sembler contradictoires. Ce sera à vous de fabriquer en quelque sorte votre propre carte du parcours. Vous pouvez faire ça, mais ça demande pas mal d'énergie et de disponibilité. Si vous n'en avez pas ou que vous doutez de vous, ça peut être plus simple de disposer d'une carte déjà faite, d'un guide pour vous montrer la route. Vous éviterez ainsi de vous perdre, de tomber au fond d'un ravin et surtout, vous profiterez davantage du chemin. C'est le boulot du pédagogue de penser le parcours, de vous le rendre accessible et agréable, mais aussi de vous aider à dépasser chaque étape et à vous dépasser aussi. On pense que seuls les plus déterminés et les plus doués y arrivent. Mais la détermination, comme le talent, ne sont pas des trucs qui nous tombent dessus du ciel. C'est un élan qu'on nourrit. Si vous voulez repenser tranquillement à tout ce que je viens de vous dire, sachez que je vous ai préparé un PDF qui reprend les 7 conditions pour optimiser son apprentissage. N'hésitez pas à le télécharger en cliquant sur le lien sous la vidéo. Et si ce contenu vous est utile, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous voulez devenir un as en dessin d'observation, vous avez un parcours à réaliser. Mettez toutes les chances de votre côté en réunissant ces 7 critères. Ces 7 critères, Laurent et moi, nous avons évidemment tout fait pour les réunir dans notre formation de dessin Le Fil d'Ariane, mais que vous veniez chez nous ou que vous pratiquiez ailleurs, vous pouvez vous le créer ce cadre d'apprentissage. Reprenez le contrôle. C'est grâce à un tel cadre que vous apprendrez efficacement, agréablement et rapidement, que vous traverserez cette difficile étape numéro 2 jusqu'à passer tout naturellement à l'étape suivante. L'étape 3, je sais que je sais faire. À cette 3e étape, vous y êtes presque, vous commencez enfin à maîtriser cette nouvelle compétence artistique. Vous avez dessiné encore et vous ne rencontrez presque plus de problèmes de proportion et de dimensionnement. Vous savez dessiner d'observation, bravo. Grâce à une pratique investie et des efforts répétés, vous appliquez les connaissances et les conseils que vous avez reçus et vous pouvez les mettre en œuvre de manière plus autonome. Vous accédez donc à des sujets plus difficiles qui vous effrayaient au début, comme des compositions complexes ou des gros raccourcis de mains ou de pieds, des bouches ouvertes, etc. Et vous vous corrigez beaucoup plus facilement. Mais ce n'est pas encore parfaitement naturel et automatique, dans le sens où les principes sont acquis, mais vous avez encore besoin d'être très concentré, très conscient pour les appliquer. Ce qui signifie que dans des conditions difficiles ou inconfortables, vous n'arrivez plus à appliquer ce que vous avez appris. Ces conditions difficiles, ça peut être dessiner à l'extérieur, ça peut être changer de sujet, vous mettre au modèle vivant alors que vous ne faisiez que du paysage, ou alors changer d'outil. Ça signifie aussi que si vous commencez à vous concentrer sur autre chose, par exemple le dynamisme de votre geste ou la technique de la hachure, bim, vous perdez en compétences, vous construisez moins bien. Comme vous avez gagné en confiance, vous vous lancez dans des réalisations plus ambitieuses, vous vous focalisez sur d'autres sujets, vous en oubliez de construire et bam, vous retombez dans vos travers. Votre apprentissage n'est donc pas encore terminé, car les mauvaises habitudes cognitives, culturelles, techniques, physiques, psychologiques sont encore très ancrées et pour les déprogrammer, ça prend du temps et ça demande encore de nombreuses répétitions. Il ne faut pas être trop pressé de réussir. Pour éviter de retomber dans ces mauvaises habitudes, il faut donc continuer à s'exercer consciemment,
à corriger les défauts qui persistent, à engranger de l'expérience et à maintenir la régularité de sa pratique. Il s'agit, en gros, de rester absolument dans une dynamique d'apprentissage et de conserver les 7 conditions, les 7 critères idéaux de travail dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est en vous frottant à toutes sortes de sujets, outils, formats, temps de travail, etc. que vous accumulez de l'expérience et surtout que vous gagnez en souplesse. C'est-à-dire que vous apprenez à utiliser vos connaissances dans n'importe quelle situation. C'est donc une véritable gymnastique qui doit se mettre en place et vous devez multiplier les occasions de dessiner. Ce processus suit un cycle de 3 phases. Première phase, j'apprends en continuant à m'exercer et en restant dans ma zone de confort. Donc mon sujet, mes outils préférés, mon temps de travail favori, par exemple. Deuxième phase, je prends la confiance et donc je me projette dans d'autres sujets de dessin, valeurs, gestes, couleurs, outils, composition, etc. ou dans des projets ambitieux. Troisième phase, je suis sortie de ma zone de confort, donc je rencontre des difficultés, j'ai l'impression que je régresse, je réalise que je dois revenir aux bases et puis rebelote, je reprends mon entraînement. Plus la discipline est complexe, plus notre ambition est grande, plus cette étape est longue. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à cette étape-là du parcours, on est très loin de la difficulté de l'étape 2, du découragement, des courbatures, des ampoules plein les pieds, de la frayeur de tomber au fond d'un ravin. La randonnée ressemble de plus en plus à une promenade de santé vivifiante. Vous prenez de l'air plein les poumons, vous admirez le paysage, vous découvrez de nouveaux horizons, et quand les journées sont un peu difficiles, vous sentez avec délice la bonne fatigue après l'effort. Vous avez acquis beaucoup de confiance en vous voyant progresser et en réalisant des dessins dont vous êtes satisfait. Vous comprenez ce que vous faites, vous vous sentez légitime et aux commandes de votre pratique. Vous ne paniquez plus quand c'est difficile, vous êtes entouré d'autres personnes passionnées avec lesquelles partager. Le dessin est entré dans votre vie et ce n'est plus un effort de s'y mettre. Cet excellent état d'esprit, la pratique régulière, un renouvellement continu de votre intérêt et un investissement personnel fort vous permettent d'arriver progressivement à la phase suivante. L'étape 4, je ne sais plus que je sais faire. Et ça y est, vous êtes désormais capable de mobiliser cette compétence de façon parfaitement inconsciente. Vous êtes devenu un pro du dessin d'observation. Vous construisez vos dessins, les doigts dans le nez. Cette compétence est devenue un processus automatique définitivement acquis, ce qui veut dire que vous proportionnez sans même y réfléchir. Lorsqu'un sujet est plus balèze, vous savez comment l'aborder. Et au pire, si vous vous plantez un peu, vous vous corrigez super facilement. Vous pouvez même expliquer aux autres comment ils peuvent s'y prendre. Vous avez le savoir théorique, le savoir-faire et vous savez utiliser vos ressources face à n'importe quel sujet ou outil. Vous savez vous adapter. C'est le moment de profiter de cette compétence pour développer des projets 100% personnels. Et comme l'apprentissage ne s'arrête jamais, c'est bien sûr aussi le moment d'apprendre de nouvelles choses et d'élargir votre zone de compétences. En d'autres termes, vous pouvez reprendre ce cycle de 4 étapes, mais avec une nouvelle compétence. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on doit attendre d'arriver à la phase 4 et d'être devenu un maître absolu de la construction et des proportions pour oser mettre des valeurs sur son dessin ou commencer à se frotter à la composition. Eh oui, rappelez-vous, votre apprentissage doit rester stimulant et intéressant. Or, le dessin d'observation, ce n'est pas qu'une seule compétence, c'est une giga-compétence, un tissu de compétences extrêmement riche et varié. Il y a la construction et les proportions, oui, mais il y a aussi les valeurs et le geste. Il y a la composition, il y a la morphologie, il y a la perspective, il y a la couleur, il y a les technicités propres à chaque outil, la vie, crayon, fusain, etc. S'il fallait atteindre la perfection en construction au crayon pour oser s'essayer aux valeurs ou au fusain, ça manquerait de nouveautés, de variété et de richesse. Ainsi, essayez d'envisager votre apprentissage du dessin comme des parcours superposés et entrelacés. Je commence la construction en me concentrant 100% là-dessus. Quand j'arrive au milieu de l'étape 2 ou au début de la 3, j'ajoute un nouveau parcours, celui des valeurs par exemple, en travaillant construction et valeurs ensemble. J'enrichis mon approche, je m'amuse davantage, je me challenge. De temps en temps, quand je réalise que je dois reprendre la construction, hop, je me refais des exercices sans valeur, histoire de consolider. Puis en arrivant à l'étape 3 de la construction, à l'étape 2 des valeurs, je peux commencer à travailler le geste, etc., etc. Bon, je suis un peu en train de vous décrire le programme de notre formation du fil d'Ariane, là. Mais si je vous dis ça, c'est surtout parce que nous, on l'a fabriqué en pensant à tout ça, à la nécessité d'avancer de manière progressive et ciblée, certes, mais aussi de manière stimulante et enrichissante, sans oublier de lier entre elles ces différentes compétences du dessin pour que l'apprentissage soit complet et vivant et que vous renforciez vos acquis. Parce qu'une autre clé de l'apprentissage, c'est de faire des allers-retours entre sa zone de confort et sa zone d'exploration.
Sortir de sa zone de confort, c'est génial, mais si on ne fait que ça, c'est absolument épuisant. On a absolument besoin de sa zone de confort pour reprendre des forces, sachant que ces deux zones s'élargissent au fur et à mesure de la pratique. On élargit sa zone de confort en acquérant des compétences, mais ces dernières ouvrent tellement de nouvelles portes que la zone d'exploration s'en voit aussi considérablement élargie. En fait, la zone de confort, c'est un peu comme un chez-soi. Si vous passiez toutes vos journées et toutes vos nuits en dehors de chez vous, vous seriez absolument éreinté et vidé. Au bout d'un moment, vous ne sauriez même plus qui vous êtes et votre conquête du monde perdrait tout son sens. De même que si vous restiez planqué en permanence chez vous, sans voir personne, ni vous confronter au monde, vous vous ennuieriez terriblement et vous finiriez probablement par déprimer. Alors, bien sûr que je vous encourage vivement à organiser votre parcours d'apprentissage en réglant au mieux tous ces paramètres dont j'ai parlé tout à l'heure. Et bien sûr que Laurent et moi, de notre côté, on a donné notre maximum pour concevoir la formation la plus adaptée, la plus efficace, la plus progressive et la plus agréable possible aussi. Mais nous nous adressons à tout le monde. Or, vous êtes tous différents. Vous êtes le seul à vivre votre confort et votre inconfort. Vous êtes le seul à percevoir la fluctuation de vos niveaux d'énergie, à ressentir vos frustrations, à sentir quand vous avez besoin de nouveautés, à devoir gérer tout ce que vous devez gérer au quotidien. Ainsi, le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est celui-là. N'oubliez pas qu'il s'agit de votre apprentissage. Quel que soit le programme que vous suiviez, adaptez-le à vos besoins, à vos envies et à votre personnalité. Écoutez-vous. Il n'y a pas une durée fixe valable pour tout le monde pour apprendre à dessiner. Il n'y a pas de résultat à atteindre à une date limite. Certains vont très vite et préfèrent ne faire que ça pendant 6 mois. D'autres prennent tout leur temps car ils s'investissent dans d'autres activités qui les épanouissent. Certains n'apprécient pas quand les challenges sont trop nombreux et trop fréquents. D'autres ont la bougeotte et se réalisent dans la difficulté. Bref, vous avez compris. Le dessin, c'est comme dans la vie. C'est en étant attentif à vos besoins et vos objectifs à long terme, mais aussi à vos besoins et à vos envies à court terme, que vous pourrez mener cette entreprise avec succès. Et si tout apprentissage passe par ces 4 étapes et nécessite de réunir les différents critères que je vous ai énoncés, c'est à vous de régler les curseurs pour qu'ils vous correspondent parfaitement. Et de même que chaque apprentissage est unique, le niveau que vous souhaitez atteindre l'est également. Si apprendre à dessiner c'est plus compliqué qu'apprendre à nager ou apprendre une table de multiplication, c'est pas pour rien. C'est aussi parce que c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus subtil. C'est une compétence qui se met au service d'un projet d'expression, le vôtre. C'est un moyen et non une fin. Certains estimeront qu'ils doivent perfectionner leur apprentissage du dessin d'observation tant qu'ils ne sont pas capables de dessiner parfaitement un portrait hyper ressemblant par exemple. Mais d'autres s'arrêteront bien avant, car ce dont ils ont besoin, eux, c'est simplement de maîtriser les proportions basiques afin d'avoir le bagage minimum pour aller explorer rapidement la question de la couleur, par exemple, ou celle du geste. En fait, c'est assez simple. On développe les compétences dont on a besoin et on ne peut pas s'investir dans tout. En ce qui me concerne, je m'intéresse beaucoup au portrait et à la figure et j'ai donc développé les compétences correspondantes. J'ai atteint, je pense, un petit niveau 4 et je continue bien sûr d'apprendre, toujours. Mais en ce qui concerne le dessin d'architecture, je n'en suis pas tout à fait au même point. Alors bien sûr, je connais les principes du dessin et comme ces principes sont les mêmes pour tous les sujets, si je devais là maintenant me poser devant Beaubourg, je finirais bien sûr par m'en sortir à peu près. Mais ça me prendrait plus de temps, ce serait moins fluide. Pourquoi ? Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup moins. Moi, j'aime la courbe et pas trop les lignes droites. J'aime la figure et moins le béton. Je ne me suis donc pas assez frottée à ce type de sujet pour développer des super réflexes et une grande agilité. J'en serais plutôt, dans ce domaine-là, au milieu du niveau 3. J'ai développé les compétences qui me sont utiles à moi, qui m'intéressent moi. Et si j'avais passé des centaines d'heures à maîtriser le dessin d'architecture, c'est un temps que je n'aurais pas pu investir dans la peinture et la couleur. Ce sont d'ailleurs ces choix très personnels, ces orientations différentes d'intérêt, qui nous permettent de profiter aujourd'hui de milliers d'expressions artistiques différentes. Sinon, nous dessinerions tous pareil. Quelle horreur! Vérifiez bien donc que vous n'apprenez pas ce qu'il faudrait apprendre, mais bien ce que vous voulez apprendre. Vous êtes le maître à bord. Si vous voulez télécharger le PDF de cette vidéo pour le relire tranquillement, c'est juste en dessous dans la description. Et si le sujet de la technique comme moyen pour développer une démarche personnelle vous intéresse, allez voir cette vidéo que nous avons faite sur Seurat, un artiste qui a délaissé la virtuosité technique pour servir son projet, quitte à être moins impressionnant et moins détaillé que ce que son niveau lui permettait. Je vous souhaite à tous une excellente organisation de votre apprentissage. À très bientôt.